Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille une invitée, Isabelle Panou. Vous avez fait la une de la presse française et belge il y a plusieurs mois maintenant, puisque c'est vous qui avez instruit le volet belge des attentats de Paris. Et vous avez en effet été juge d'instruction antiterroriste pendant de nombreuses années. Bonjour Isabelle Panou. Bonjour. Alors vous avez été juge antiterroriste combien d'années ? J'ai été nommée lorsque la loi a été changée et qu'on a prévu des juges antiterroristes. Donc j'étais dans la première nommée, en 2007. Ah mais ça remonte, c'est une longue expérience. Oui, ça fait depuis, je dirais, une quinzaine d'années, plus ou moins, que je pratique cette matière, mais pas uniquement. C'est la caractéristique belge. Nous, les juges antiterroristes, nous faisons toutes les matières. Donc nous ne traitons pas exclusivement du terrorisme. C'est évident que pendant les périodes où les dossiers se sont accumulés, on s'est consacré uniquement à cela. Mais aussi, nous sommes amenés à faire tous les dossiers comme les autres juges de droit commun. D'accord. Alors justement, c'est pour ça que je vous ai invité, parce que je ne voulais pas, si on a le temps, on en parlera des attentats, mais moi je voulais vraiment me focaliser sur le métier de juge d'instruction, parce qu'il est assez méconnu. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais savoir comment est-ce que vous êtes devenu juge d'instruction, en 2 mots. Quand j'ai postulé, j'étais avant tout ce qu'on appelle un auditeur du travail. Alors un auditeur du travail, c'est le ministère public pour les juridictions du travail, donc ceux qui sont particulièrement axés sur tout ce qui est travail au noir, traite d'êtres humains. Donc j'étais spécialisée dans ce domaine et à un certain moment j'ai décidé de postuler juge, parce qu'un juge d'instruction c'est un juge. Aujourd'hui je juge des personnes, demain je peux être juge des saisies et après-demain juge de la jeunesse. Donc c'est simplement un juge qui a un mandat particulier et qui a suivi une formation particulière également. Donc c'est une question de choix. Je pense que le président de l'époque m'a proposé l'instruction et j'ai directement accepté. Avec joie ? Avec grande joie. Alors moi j'ai en tête la série télé Alice Nevers, le juge est une femme, avec Marine Delterme je pense. Alors on la voit travailler en étroite collaboration avec 2 policiers. Il leur arrive des tas d'aventures. Est-ce que c'est fidèle à la réalité ou pas du tout ? Ce n'est pas fidèle à la réalité. Maintenant, si c'est l'aspect étroite collaboration avec les policiers, c'est clair qu'en Belgique, un juge d'instruction a des collaborations journalières avec les policiers. Pour le reste, le personnage est fort bien maquillé et fait des descentes avec des talons de 10 cm, ce qui n'est pas tout à fait compatible avec la réalité du terrain. Mais en ce qui concerne l'aspect policier, c'est vrai qu'il y a des contacts quotidiens. Uh-huh. Alors comment est-ce que quelle définition vous donneriez au juge d'instruction avant qu'on entre plus en profondeur dans le sujet ? Au fait, le juge d'instruction, je dirais, c'est le chef d'une enquête pénale. C'est lui qui est le chef de l'enquête. C'est pas moi qui le détermine, c'est la loi. À partir du moment où il y a une enquête pénale et le dossier est mis à l'instruction, c'est le magistrat instructeur, le juge d'instruction, qui prend les choses en main et qui dirige l'enquête pour essayer de réunir les charges, les preuves et les culpabilités des personnes. D'accord. Alors pour que les auditeurs comprennent mieux vraiment le cœur de ce métier, j'ai envie qu'on prenne un exemple. Donc on va prendre un exemple très simple. Des voisins entendent des bruits dans un immeuble, des cris, des personnes qui dévalent l'escalier, et puis un des voisins se décide quand même à aller ouvrir et découvre tadam, un cadavre sur le pas de sa porte. Donc, en toute logique, on imagine qu'il va appeler la police. Les policiers sont avertis. Vous, à quel moment est-ce que vous intervenez ? À quel moment le juge d'instruction intervient ? Pour qu'un juge d'instruction intervienne, il faut qu'il soit saisi par le ministère public. Donc, c'est le ministère public, le procureur qui va, si ça se passe la nuit, me téléphoner la nuit. Si ça se passe en journée, il descendra dans mon bureau et me saisira en disant, voilà, je vous saisis parce qu'on a une suspicion d'homicide, assassinat, meurtre, et à partir de ce moment-là, le dossier est mis à l'instruction et je prends le relais. Mmh. Alors dans la pratique, donc la personne appelle la police, la police arrive sur place, les policiers font les constatations, ils téléphonent au procureur et c'est le procureur qui saisit le juge d'instruction.
Alors, on constate la présence d'une mort suspecte, très rapidement, le procureur doit être saisi. Il doit être très rapidement informé par les forces de l'ordre et lui-même commencera à diligenter les premiers devoirs. C'est lui qui va commencer à d'abord saisir le bon service de police, à descendre sur les lieux, peut-être le premier. Généralement, il attend le juge d'instruction pour le faire. Et dans un second temps, une fois que les premiers devoirs sont lancés, devoirs d'investigation, je dirais, le juge d'instruction est saisi. D'accord. Alors comment ça se passe Nous descendons, donc on vient nous chercher au palais. La première chose qu'il faut faire, c'est laisser d'abord la police scientifique travailler et le médecin légiste. Donc on ne descend pas tout de suite. Donc c'est comme à la télé, comme dans les séries télé. Le rôle de la police scientifique est fondamental et le rôle du médecin légiste est fondamental. Sans eux, je dirais que c'est les premiers qui sont à intervenir parce que c'est eux qui vont recueillir les éléments souvent extrêmement importants. Dans un second temps, une fois que la scène de crime, comme on dit, est libre, nous pouvons nous y rendre. Alors on ne descend pas forcément systématiquement. D'accord. En tout cas, c'était ma position. Pour qu'il y ait une descente sur les lieux, il faut qu'il y ait un intérêt. D'accord. Lorsqu'il y a une fusillade en plein milieu de l'avenue Louise où les personnes se sont enfuies et que la victime est en train de décéder sur une table d'opération dans un hôpital, je ne vais pas automatiquement et nécessairement descendre dans la minute. D'accord. Il faut qu'il y ait un intérêt pour descendre. Mais généralement, pour des cas de mort suspecte, on descend quasi systématiquement. Alors comment est-ce que vous déterminez l'intérêt Comment est-ce que voilà, pour moi c'est pas... D'accord. L'expérience. Certains descendront systématiquement, d'autres sont plus enclins à attendre d'avoir le premier rapport du médecin légiste qui déterminera, qui vous donnera ses premières conclusions. Est-ce qu'il y a mort suspecte? Parce que c'est pas parce qu'on trouve un cadavre que forcément la personne est décédée suite à l'intervention d'une tierce personne. Donc il y a toute une série d'éléments, mais généralement on a très vite les éléments qui nous permettent de savoir si c'est utile, s'il y a un intérêt pour qu'un juge d'instruction se déplace sur les lieux, mais généralement, il y a un intérêt. D'accord. Et alors, pour que ce soit vraiment concret, vous décidez qu'il y a un intérêt là dans notre exemple, vous y allez, et qu'est-ce que vous faites en fait? Vous managez les policiers ou est-ce que vous faites vous-même des constatations? Comment ça se passe? D'abord, les policiers vont m'accueillir, vont me briefer, me donner les premiers éléments parce qu'ils ont commencé à travailler, ils ont fait une enquête de voisinage, ils sont descendus sur les lieux, ils ont déjà examiné les premiers éléments sortant des caméras de surveillance, souvent il y en a, bref, toute une série d'éléments, ils vont m'en informer. À partir de ce moment, il y a le légiste aussi qui va me faire un rapport. Il aura constaté, il aura pris connaissance des éléments, il aura examiné la personne décédée, il pourra déjà me donner certains éléments. Puis le labo également sera présent, il pourra également me donner les éléments. Et à partir de ce moment-là, je commence à diligenter des devoirs, et ça c'est en fonction des faits. En fonction des éléments, je vais solliciter une enquête de voisinage plus approfondie, ou alors il y aura peut-être déjà un suspect interpellé, et là je donnerai des instructions pour qu'on entende cette personne, qu'on fasse des perquisitions à son domicile. Il est évident que souvent on va perquisitionner le domicile de la personne décédée pour essayer de comprendre pourquoi cette personne a été victime d'un homicide, s'il y en a un. Donc il y a toute une série de devoirs d'investigation qu'on ordonne. D'accord, donc pour que les gens comprennent, les devoirs, donc ce sont les enquêtes, ou en tout cas les investigations qui doivent être faites, et c'est vous qui dites aux policiers de les faire. C'est-à-dire qu'un policier n'a pas le droit d'aller perquisitionner sans votre accord. En Belgique, aucun policier ne peut perquisitionner sans un accord d'un juge d'instruction. Il faut un mandat. Donc, sauf en cas de flagrant délit et dans des cas très spécifiques. Donc, il y a toujours une intervention d'un magistrat instructeur lorsqu'il y a perquisition. À partir du moment où le dossier est en instruction, le magistrat instructeur diligente des investigations. Ça ne veut pas dire que le policier ne peut pas avoir des initiatives. Ils ne restent pas statiques. Ils ont aussi eux-mêmes des possibilités d'investiguer. C'est là que la collaboration se fait. Donc forcément, ils nous en informent, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et on avance de manière concrète. Le but est d'avancer. Le fait que le magistrat instructeur soit le chef d'enquête n'entraîne pas un immobilisme de la police. D'accord. Et c'est pas parce que vous êtes le chef d'enquête que forcément vous êtes hiérarchiquement au-dessus d'eux. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous utilisez le terme de collaboration.
Alors, la notion de hiérarchie, c'est quelque chose de plus particulier. Les instructions viennent du magistrat instructeur. Donc, Oui, oui. si une instruction est donnée et qu'un policier, il est tenu de le faire. Donc, il est tenu de répondre à mes demandes. Maintenant, la police a elle-même sa propre C'est hiérarchie. ça. Mais dans le cadre des investigations judiciaires, le magistrat instructeur est le chef d'enquête. C'est lui qui diligente les devoirs d'investigation en vue d'avancer dans l'instruction. Mhm. Alors, vous avez parlé des perquisitions. Il y a aussi des filatures. Aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur les téléphones portables. À une époque, on suivait beaucoup les gens. Aujourd'hui, on peut les suivre d'assez près avec leur téléphone. Est-ce que c'est une réalité pour vous ou c'est... La téléphonie, les investigations au niveau de la téléphonie au sens large, c'est un moyen d'investigation qui est quotidien. D'accord, Ça, c'est vraiment quotidien. Je d'accord. n'envisage pas une enquête de grande ampleur ou même sans qu'il y ait un minimum d'investigation, de téléphonie, ne fût-ce que pour savoir la personne décédée, quels étaient ses derniers contacts, Mhm. avec qui il a été en contact. Si le GSM a disparu, éventuellement, avec qui il a été, qui l'a contacté, où il a contacté, combien de temps l'a contacté, toute une série d'éléments qui sont utiles pour déterminer, pour essayer de trouver le fil conducteur, pour essayer de trouver les raisons pour lesquelles une personne est décédée dans des conditions suspectes. D'accord. Et il me semble qu'il y a deux types de recherches sur la téléphonie. Il y a ce qu'on appelle, les Français appellent ça la triangulation, donc savoir à quel moment, à quel endroit un appel a été donné. Et puis il y a les écoutes, c'est-à-dire écouter les conversations. Est-ce que c'est exact ou Oui, vous pouvez faire soit des investigations de téléphonie, ce que les Français appellent la triangulation, que nous on appelle entre guillemets le le Zolaire, solaire? qui est le nom de la machine. En Oui. réalité, c'est le nom de la machine qui permet de capter. Donc mais les Français connaissent bien, collaborent beaucoup avec la France, ils ont appris ce que c'est un Zolaire aussi. Vous avez donc pouvoir savoir qui était sur un pylône, il faut savoir, Mhm. ou sur une borne, avec qui on a été en contact, qui vous a appelé, qui ne vous a pas appelé, combien de temps, où la personne qui vous a appelé se localisait, est-ce qu'elle s'est déplacée pendant le temps de la communication. Tout c'est des éléments extrêmement intéressants. On peut aussi isoler un numéro, c'est-à-dire que quand on n'a pas le numéro d'une personne, mais qu'on sait qu'elle a passé un appel téléphonique, il est possible de retrouver ce numéro en isolant tous les numéros de téléphone qui ont été activés sur la borne. Et après, on se fera un travail d'investigation policière pour isoler le bon numéro. Et vous avez également les écoutes téléphoniques. Le terme écoute téléphonique est peut-être un terme qui est un peu dépassé parce qu'on n'écoute plus toujours que les téléphones et qui est un moyen d'investigation classique aussi. Ah, quand vous dites qu'on n'écoute plus vraiment que les téléphones, c'est-à-dire qu'on va regarder les WhatsApp, Ça, les Messenger, Instagram, tout. absolument tout. Et c'est difficile, mais il faut s'adapter à l'évolution du temps. Et les téléphones fixes qu'on écoutait, ça, c'était déjà même pas quand j'ai commencé. Donc, C'était il y a longtemps. c'était il y a longtemps. Et étonnamment, vous avez encore des personnes qui parlent sur leur GSM et qui sont susceptibles de nous donner des éléments intéressants. Donc les écoutes téléphoniques, ce qu'on appelle les écoutes téléphoniques, c'est encore un moyen d'investigation qui permet d'avancer dans les enquêtes. D'accord. Donc là, on a fait un petit peu le tour des investigations possibles dans une enquête. Donc, Vous avez aussi les investigations scientifiques, l'ADN, les empreintes. Vous avez l'ADN est quelque chose qui est très très régulièrement utilisé en matière pénale. Donc c'est un moyen d'investigation aussi important. donc c'est comme dans les séries télé, sauf que ça n'est pas résolu en 52 minutes comme à la télé. Non, mais on a des moyens et des scientifiques et des laboratoires qui sont très performants, et notamment dans les attentats de Paris et de Bruxelles, je pense que c'était également le cas, mais je n'ai pas instruit ce dossier. Mais dans les attentats de Paris, les laboratoires qu'on a sollicités nous ont permis d'obtenir des résultats très rapidement. Quand je parle de très rapidement, c'est quelques heures. Ah oui, quand même. Oui, quelques heures ou maximum quelques jours. Je parle au moment où il y avait vraiment des nécessités impérieuses. Il y a moyen de solliciter et les laboratoires ont été réactifs.
Donc tous les laboratoires. on les a réquisitionnés, on leur a dit voilà, il y a une telle ampleur, c'est tellement... Tous les laboratoires ont été réactifs, de même que les opérateurs de téléphonie aussi ont répondu présents lors de la crise des attentats pour pouvoir très rapidement nous fournir les éléments utiles. Je veux dire, il y a eu une forme de solidarité et de prise de conscience surtout de la gravité de la situation. Donc non, les analyses, l'enquête ne se résout pas en 52 minutes, mais les investigations ADN peuvent aller rapidement. D'accord, très bien. Mais on reviendra peut-être tout à l'heure sur les attentats, parce que j'ai vraiment envie de continuer le cheminement. Donc, vous demandez de l'ADN, vous faites de la téléphonie, éventuellement des filatures s'il faut, et on identifie un ou plusieurs suspects. Comment ça se passe? Est-ce que les suspects sont systématiquement arrêtés à l'occasion d'une perquisition ou pas forcément? Non, pas forcément. Ça peut être suite à toute une série d'investigations. On a remonté la filière. On peut identifier éventuellement un suspect sur base des éléments de téléphonie, par exemple. Oui, mais ma question, c'était, voilà, on l'a identifié, peu importe par quelle technique. Est-ce que c'est systématiquement, on va le chercher à 6 heures du matin en défonçant la porte de chez lui? Ça peut être dans un contrôle routier. J'ai vu récemment dans un fait divers qu'on avait arrêté quelqu'un cette semaine-ci dans le cadre d'un contrôle routier, un contrôle d'identité classique. Ça peut être une personne qui se fait intercepter à l'étranger, donc qui peut avoir fui. Donc c'est là qu'on actionne les mécanismes européens et que la coopération internationale joue son rôle. Ça peut être une personne qu'on intercepte pas forcément sur son lieu de travail parce qu'on sait qu'elle travaille à un endroit déterminé, ou alors en perquisition. D'accord. Généralement, ils ne restent pas forcément à leur domicile. Oui, en général, quand on a des choses à se reprocher... Pas forcément, mais ils ne sont pas forcément localisés à leur domicile. D'accord. Donc, on peut être localisé n'importe où, c'est ça le message? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, imaginons une perquisition, dans notre exemple de meurtre. Est-ce que vous y allez? Oui, non, comment ça se passe? Personnellement, mais ce n'est pas le cas de tous mes collègues, personnellement, je me rendais rarement en perquisition. Je déléguais cela à la police. Il y a une possibilité de délivrer des mandats, donc ils agissent en mon nom, et les policiers qui sont formés à cela se perquisitionnaient en mon nom et me faisaient rapport de ce qu'on avait éventuellement recueilli comme élément intéressant. Mais il y a d'autres collègues qui se déplacent et qui vont eux-mêmes en perquisition, donc il n'y a plus de mandat, c'est eux le mandat. Et ils se déplacent, ça dépend un peu. Il y a notamment des perquisitions chez des notaires, des perquisitions chez des avocats, des perquisitions un peu plus, qu'on va dire, un peu plus particulières, peuvent nécessiter la présence d'un juge d'instruction. D'accord. En personne. En personne. D'accord. Donc vous n'y alliez pas, vous déléguiez cette tâche aux policiers, donc la perquisition, on voit à peu près ce que c'est, puisqu'on les voit à la télévision. Donc les policiers arrêtent la personne et ramassent tout ce qui peut éventuellement servir pour l'enquête, donc téléphone, ordinateur, agenda. Et puis dans le cadre d'un meurtre, on va peut-être regarder s'il n'a pas gardé des éléments appartenant à la victime, etc. Toute une série d'éléments, parfois s'il n'a pas, on retrouvera le GSM de la victime chez lui, ou certains éléments intéressants. Ça, c'est la perquisition. Il n'y a pas une perquisition identique, donc ça dépend du dossier. D'accord. Il y a plusieurs éléments, mais on peut retrouver, souvent, il faut chercher dans une perquisition. Si on cherche bien, souvent on trouve. Oui, qui cherche trouve. Qui cherche trouve, oui. Très qui bien. cherche, et surtout dans une perquisition, ce qui est intéressant, c'est de saisir des éléments, c'est bien, Ouais. mais il faut les exploiter. Alors, Saisir des ça veut téléphones dire de quoi? tout le monde, Oui. c'est très intéressant, Mhm. mais il faut regarder ce qu'il y a dans le téléphone. Mhm. Donc il faut prendre le temps d'exploiter les éléments qui sont saisis. Et c'est pour ça que la justice est lente. Mhm. Parce que ça prend du temps de regarder un téléphone, de le faire parler, de rentrer dans le téléphone, d'examiner toutes les communications utiles, d'examiner tous les messages, tous les mails, tous les WhatsApp, tous les échanges, parce que maintenant il y a pas que WhatsApp. WhatsApp, c'est presque dépassé. Oui. Donc Facebook aussi. Donc ça prend, et ça nécessite de regarder des extraits bancaires. Oui. Ça prend du temps. Oui. Oui, parce que vous faites Généralement, aussi des exploitations. Ils sont rarement rangés dans l'ordre. Donc, Oui.
Ça prend du temps pour essayer de trouver un motif, par exemple, s'il y a un motif financier, Oui. un mobile financier, tout ça prend du temps. Une perquisition bien faite est une perquisition qui prend souvent du temps. D'accord. Et l'exploitation derrière prend encore plus de temps. Encore plus de temps. Vous avez utilisé un terme qu'on entend aussi souvent dans les séries télé, c'est le mobile. Est-ce que c'est ça que vous cherchez quand on commence à enquêter, ou c'est après qu'on essaye de reconstituer? Est-ce que c'est en parallèle ou pas? C'est en parallèle, c'est clair qu'on essaye toujours de comprendre. Normalement, une personne n'atteint pas à la vie d'une autre personne sans un motif légitime, sauf si c'est un accident ou une colère déterminée. Donc on essaye de comprendre. Il faut aussi pouvoir expliquer pourquoi on en est arrivé là. Parfois, on n'a pas d'explication. Moi, j'ai eu des dossiers où, sincèrement, je n'ai toujours pas compris pourquoi cette personne est décédée, pourquoi cette personne a porté des coups de couteau à une autre personne. Je n'ai pas le mobile, et pourtant, la personne suspectée est en aveu des faits, reconnaît, il n'y a pas de problème sur la matérialité des faits, mais il n'y a pas d'explication réelle. En tout cas, ce qui nous a été fourni comme explication par l'auteur était, en tout cas, ce qui me concerne, légère. Les explications c'était léger, et les investigations n'ont pas permis d'aller plus loin. Donc parfois, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, j'ai dit qu'on ne le connaît pas. Oui, et il n'y avait pas de problématique de drogue, d'alcool qui aurait pu expliquer le geste. Je pense à un dossier en particulier qui a été jugé, non. Pas de motif de non. Une personne est passée dans un parc et une personne est morte dans ce parc. Et on ne sait pas pourquoi. Non. Et on ne saura jamais. Et on ne le saura jamais. Ok. Donc... Et pourtant, les personnes qu'on a interceptées reconnaissent avoir porté des coups de couteau à cette personne. On restera dans le flou. D'accord. Alors on va continuer notre petit cheminement dans le travail d'un juge d'instruction. Donc une fois qu'on a arrêté les suspects, alors souvent ils sont interrogés. Est-ce que vous les interrogez systématiquement? Pour placer quelqu'un sous mandat d'arrêt, l'audition devant un juge d'instruction est indispensable. C'est la loi qui le prévoit. Est-ce que l'audition à la police est obligatoire? La réponse est non. D'accord. Est-ce qu'elle se fait habituellement? La réponse est oui. D'abord, la personne commence à être entendue par les policiers, et après, la personne est entendue par le magistrat instructeur. Mais c'est extrêmement rare, mais on peut se passer éventuellement de l'audition à la police. On ne peut pas se passer de l'audition devant un juge d'instruction. On ne peut pas délivrer un mandat et placer quelqu'un en détention préventive s'il n'a pas été valablement entendu par le magistrat instructeur et éclairé sur ses droits. Alors, il y a un élément technique aussi, c'est qu'il doit être entendu, et puis si on doit délivrer un mandat d'arrêt, ça doit être assez rapide. Il y a un temps imparti pour le faire. Actuellement, la loi a changé il y a quelques années, pas si longtemps que ça. J'évaluerais peut-être sans certitude vers 2017. Oui. Donc, que la loi a changé, on bénéficie d'un délai de 48 heures. Oui. Avant, c'était 24 heures avec une possibilité de prolongation de 24 heures. 48 heures, ça peut paraître long, mais en réalité, c'est extrêmement court. C'est extrêmement court. Parce que exploiter, par exemple, un GSM rapidement, ce que j'appelle l'exploitation rapide d'un GSM, ou de plusieurs GSM et d'un ordinateur, il faut du temps. Il faut du temps, il faut charger, il faut que les machines nous suivent, que la technologie suive, mais une fois que ça, il faut après en prendre connaissance. Et puis nous sommes dans une procédure écrite. Il faut mettre quelque chose sur papier. Oui, c'est pas comme à la télé où on interroge et puis on se met à courir partout. Oui, à la télévision, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'oralité. Mais la personne qui est privée de sa liberté, quelques jours plus tard, et c'est très bref le délai, c'est 5 jours, il va comparaître devant la chambre du conseil, donc un magistrat du tribunal qui va examiner la légalité du mandat. Est-ce que tout ça s'est fait dans la légalité? Mais la personne doit prendre connaissance des éléments qu'on lui reproche. Oui. Donc les procès-verbaux doivent être dressés, en tout cas en partie, le plus important, ça prend du temps. Oui, donc 48 heures, c'est peu. C'est très court, effectivement. Donc, ça veut dire que pendant ce temps-là, vous devez avoir, entre guillemets, suffisamment de biscuits pour arrêter la personne, donc l'inculpée, on va dire. Et donc, ensuite, elle a 5 jours pour comparaître. Oui. Il y a un délai de 5 jours à partir du moment où un mandat d'arrêt est décerné pour une première comparution. Dans les 5 jours, la personne sera placée en détention sans contrôle. Et à partir du 5e jour maximum, ça peut être 4, mais c'est maximum 5, elle comparaîtra devant la chambre du conseil.
Et est-ce que vous y siégez? J'y suis. Au niveau de la chambre du conseil, le magistrat instructeur est toujours présent. Mhm. C'est lui qui fait rapport, donc il explique au président de la chambre du conseil les éléments qui ont abouti au fait qu'il a pris telle décision, en l'espèce un placement sous mandat d'arrêt d'une personne. Et vous avez à côté un procureur aussi qui va requérir. Donc requérir, ça veut dire... demander quelque chose au nom de la société. Et vous avez un président qui va prendre une décision. Cette décision sera soit une confirmation de la détention, soit une libération. Il estime qu'il n'y a pas d'indice. Soit elle pourra motiver la détention, mais en disant peut-être qu'un bracelet est plus d'application. Donc ça reste une détention, mais avec une modalité particulière. Et elle pourra également le libérer moyennant des conditions ou le libérer moyennant le paiement d'une caution. Donc il y a différentes possibilités. Mais ça, c'est très intéressant parce que je vois souvent dans l'opinion publique des personnes, et souvent la famille des victimes, qui sont scandalisées parce que la personne est relâchée, soit par la chambre du conseil ou la chambre des mises. Donc c'est pas parce que la personne a été relâchée par cette chambre-là que forcément elle est innocente. Ça, c'est très important, je pense. Ah non. La chambre du conseil statue sur la détention préventive. Et la détention préventive reste une mesure exceptionnelle. C'est l'exception. En théorie, les gens ne sont pas détenus en prison sans être jugés définitivement. Donc c'est l'exception. Alors souvent, ce que les gens perçoivent mal, c'est qu'une personne peut être placée sous mandat d'arrêt, mais avec la modalité du bracelet. Donc, c'est-à-dire qu'elle devra exécuter sa détention préventive à son domicile. Certains parties civiles peuvent assimiler ça à une mesure de faveur. Je vous avouerai que ça dépend des personnes, parce que c'est 24 heures sur 24 sans sortir de chez soi, et généralement, c'est pas 100 mètres carrés. Donc, c'est un petit appartement, souvent, à la possibilité même d'aller sur votre balcon. Si vous devez sortir, vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez sortir que pour des raisons médicales. Obtenir préalablement l'accord du magistrat. Et si vous sortez, ça sonne. Votre bracelet sonne, donc on en est averti. Et vous risquez qu'on révoque votre libération. Votre bracelet, excusez-moi. C'est quelque chose qui est lourd. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des personnes qui ne souhaitent pas. C'est rare, mais ça existe. Des personnes qui ne souhaitent pas être placés en détention préventive sous la modalité du bracelet. Ils estiment ça extrêmement lourd. D'accord. Ou parfois, c'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas de personnes qui sont susceptibles d'aller faire leurs courses, de les nourrir, parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Donc, il faudra à un certain moment que les choses pratiques. Il faut une logistique. Et certains n'en ont pas, cette logistique. D'accord. En tout cas, ils ne sont pas susceptibles de rassurer la justice suffisamment pour nous apporter des éléments qui sont de nature à nous dire la logistique existe. D'accord. Très bien. On continue. Pendant que la personne est en prison ou pas, l'enquête poursuit. L'enquête se poursuit. Donc on continue, on exploite tout ce qu'on a, on interroge d'autres gens. Éventuellement des co-auteurs. On diligente aussi des expertises qui sont des expertises importantes parce qu'il faut comprendre, parce que quand la justice juge quelqu'un, elle juge une personne. Donc il y a des expertises psychiatriques, psychologiques qui sont également diligentées. C'est important de savoir à qui on a affaire, quel trait de personnalité a l'inculpé. Et l'enquête se poursuit avec des évolutions. Parfois, on se rend compte que la personne qu'on a placée sous mandat d'arrêt n'est pas la personne qui est concernée par les faits. Parfois, on lève le mandat, ou que son rôle est bien plus important qu'on le pensait, ou qu'il y a une tierce personne, une troisième personne, une quatrième personne qu'on tente d'identifier et d'isoler, et on remonte et on commence à construire le dossier en vue d'être jugé par un juge du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises. Et donc, quand tout ce travail d'investigation est terminé, comment ça se passe ? Le dossier est retransmis au ministère public parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du parquet. Pendant l'instruction, le ministère public, il y a toujours un ministère public. Le ministère public est présent. Il a son rôle à jouer, mais il ne peut pas ordonner des devoirs d'enquête liés qui pourraient porter atteinte à l'instruction. Donc le ministère public est présent, il peut ordonner, il peut me soumettre des demandes, il peut me demander de faire certains actes, j'accepte ou je ne l'accepte pas. Si je ne l'accepte pas, il y a la possibilité de faire trancher la question par une juridiction de la cour d'appel. Mais à partir du moment où l'instruction se clôture, est terminée, le dossier repart
au parquet. Et ça, c'est la grande différence entre la France et la Belgique, parce que c'est le ministère public qui va véritablement dresser son réquisitoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va déterminer qui va être jugé pour quel fait, pour quelle période. Et où on va le juger. Tribunal correctionnel, cour d'assises, telle période infractionnelle, et quelle personne et pour quel fait, tentative de meurtre, assassinat, et c'est le ministère public qui va proposer, va dresser un réquisitoire qui donnera lieu à un débat devant la chambre du conseil. D'accord. Donc le réquisitoire, c'est de nouveau écrit. Hein, on est dans une procédure où il y a beaucoup de choses qui sont, enfin la majorité des choses sont faites par écrit. Et donc cette audience qui a lieu à la fin de l'instruction, ce qu'on appelle le règlement de la procédure. Le règlement de la procédure. On règle la procédure. On règle la procédure. Vous y êtes aussi? J'y suis. Et je fais un rapport. Donc je fais le rapport final, j'informe la chambre du conseil de l'ensemble des éléments en fonction et le ministère public fera son réquisitoire également, où il informera la chambre du conseil sur sa position. Finalement, il donnera sa position, je souhaite telle position, et la chambre du conseil, le président, décidera. Finalement, c'est lui qui a le dernier mot. Hein. Et donc la décision, c'est soit la personne doit être jugée, soit il n'y a pas d'éléments. Soit il n'y a pas d'éléments, soit la personne, on la poursuit, le ministère public visait une tentative d'assassinat. En d'autres termes, la personne a prémédité les faits. Il y a un débat, on se rend compte que c'est finalement un meurtre, donc il n'y a pas de préméditation. Ça peut prendre des orientations différentes. D'autres on peut discuter sur la période infractionnelle. Aussi, bon, dans un homicide, c'est un peu plus facile. Parfois, il y a d'autres éléments qui viennent en ligne de compte parce qu'il y a eu un meurtre, mais on peut aussi avoir toute une série d'autres infractions qui ont été commises par l'auteur et qui vont se rajouter et qui peuvent donner lieu à un débat. D'accord. Donc, si on revient à notre exemple, donc imaginons qu'il y a plusieurs auteurs, on les a identifiés, et donc, comme il y a mort d'homme... classiquement, on se dirige vers la cour d'assises. Cour d'assises, très bien. Donc, il y a une session de la cour d'assises. Quel est votre rôle au moment de la cour d'assises? Donc, on rappelle que, voilà, il y a un juge, il y a même plusieurs magistrats, et il y a un jury. Et à quel moment est-ce que vous intervenez, le juge d'instruction? Je suis la première. En fait, quand le juge d'instruction est entendu par la cour d'assises, il est entendu en qualité de témoin. Donc, je ne comparais pas en toge. Ça paraît anecdotique, mais c'est important de le dire. Donc, quand on témoigne sur ce qu'on a fait. Donc, je vais témoigner sur les actes que j'ai posés. Et c'est la grande différence aussi par rapport à la France, je vais témoigner avec les enquêteurs. Oui. Donc les enquêteurs seront présents dans le cadre de mon témoignage. Donc ça sera finalement un échange entre les enquêteurs, le juge d'instruction et surtout le président de la cour d'assises, où on développera nos investigations dans leur globalité. Hein. On est assez précis à la cour d'assises, donc ça peut durer plusieurs jours. Donc vous venez faire un rapport où quasi vous venez expliquer l'enquête que vous avez menée quasi minute par minute, jour par jour. On vient expliquer notre enquête et c'est soumis au débat. Il y aura des avocats de la défense qui vont, par l'intermédiaire du président, nous poser des questions, les parties civiles, et surtout, vous avez un jury populaire qui est juge, donc également, et qui vont également poser des questions. On va analyser, on va regarder sur tous les angles l'instruction telle qu'elle a été faite par les enquêteurs et par moi-même. Et ça sera, nous témoignerons chacun, pas... En France, on témoigne vraiment individuellement. En Belgique, on témoigne de manière collégiale. Ce qui pour moi est une bonne chose, parce qu'une enquête est depuis le début collégiale. Donc c'est important d'exposer collégialement le travail que nous avons fait. Mais bon, c'est le système belge. Le système belge qui est légèrement différent du système français. Mais d'ailleurs, vous parlez beaucoup du système français parce que récemment, vous avez été témoigné au procès des attentats de Paris. J'avais envie de vous poser des questions, non pas sur cette affaire, mais parce que ce sont des attentats qui ont marqué l'imaginaire collectif. Ça marque, c'est un attentat qui va marquer l'histoire de la France, de la Belgique et de l'Europe. Mais du point de vue personnel, c'est peut-être le dossier qui vous aura aussi le plus marqué au niveau professionnel.
C'est certainement le dossier le plus long, l'instruction la plus longue, vu que j'ai été saisie le lendemain des attentats et j'ai clôturé, je crois, mon instruction début 2010, fin 2019, début 2020, je n'ai pas exactement, peut-être en fin 2019, je pense. Donc c'est une très très longue instruction. Ce n'est pas mon premier témoignage en France. J'avais témoigné pour la première fois dans le dossier du Thalys, D'accord. qui est exactement le même profil de dossier, c'est-à-dire la particularité de ces dossiers, c'est que ce sont des faits qui se sont commis en France. Donc les attentats ont lieu à Paris. Et pour le Thalys, dans un train, mais qui était situé en France. Donc les faits se sont déroulés en France. Mais quasi l'intégralité des investigations policières se sont faites en Belgique. Pour les attentats de Paris, certainement. Pour les attentats du Thalys, également. Donc, ce sont deux dossiers où la collaboration avec les autorités françaises a été nécessaire. Donc, c'est très particulier parce que c'est finalement la Cour d'assises de Paris juge un dossier en France, des faits qui se sont déroulés en France, mais sur des procès-verbaux belges, finalement, des investigations belges. Donc, avec toute la manière de travailler qui est propre à la Belgique. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des incompréhensions, parce que les vocabulaires ne sont pas les mêmes. Bon, on a un droit qui ressemble au droit français, puisque c'est l'héritage napoléonien, mais on a pris quand même des chemins différents, puisque la Belgique est un pays indépendant. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des couacs ou des problèmes de communication avec les Français ? Rien qui n'est pas possible de résoudre. Donc, je pense... que la communication avec les autorités françaises n'ont pas posé de problème. D'abord, ce n'était pas le premier dossier, et ça faisait des années que je travaillais avec les autorités françaises, vraiment des années. Donc, ce n'est pas un problème de communication. Le problème, c'est que, je vous dis, ce qui est difficile, c'est que vous avez des juges et des collègues juges d'instruction, parce qu'il y avait des juges d'instruction qui étaient désignés en France, qui ont dû également prendre connaissance de l'ensemble de nos procès-verbaux, des milliers et des milliers d'éléments écrits qu'on a établis, avec la logique qui est la nôtre. Donc, c'est pas facile, je dis toujours, de rentrer dans une logique de quelqu'un d'autre. Donc, ça peut poser certaines difficultés, mais je n'ai pas eu l'impression que ça les a arrêtés. Donc, c'est très momentané, les difficultés. Les difficultés, on trouve des solutions. Je crois que vu la gravité des faits, on était quand même tenu de vraiment investiguer main dans la main. La collaboration avec la France n'a pas posé de problème. Et d'un point de vue plus personnel, comment est-ce qu'on arrive à se motiver tous les matins face à l'horreur des faits ? Est-ce qu'on a en tête uniquement l'intérêt général, ou est-ce qu'on pense aux victimes, aux familles des victimes ? Ça, c'est vrai. Je dirais que pour le dossier des attentats de Paris, ce qui a été très très problématique en ce qui concerne les relations avec les victimes. Donc la problématique des victimes, il faudrait vraiment interroger les collègues français, parce que c'est eux qui les ont reçus dans leur cabinet, c'est eux qui ont géré les scènes de crime, c'est eux qui sont descendus sur sur le Bataclan, sur les scènes, sur les terrasses. Moi, j'étais à Bruxelles, comme je répète, les faits ne se sont pas déroulés à Bruxelles. Donc la gestion de cet aspect-là des choses, ça a vraiment été un énorme travail fait par les collègues français, par les autorités françaises. Maintenant, ce qui est extrêmement dur, c'est que c'est un dossier qui est fort commenté, fort analysé, avec des choses qui étaient très surprenantes, et je suis polie en disant ça, certaines choses qui étaient erronées, et c'est surtout ne pas se laisser influencer par cela, continuer, et entre le moment où j'ai commencé mon instruction et le moment où je l'ai terminée, il y a eu des faits dramatiques. Vous aviez les attentats de Bruxelles, c'est dire quand pendant les attentats de Bruxelles, eh bien le 22 mars, on a continué, les enquêteurs et moi, à travailler dans le dossier des attentats de Paris. On ne s'est pas arrêté en disant on a dû continuer malgré le drame qui se jouait à quelques mètres de nous, et le drame et l'importance des investigations qui étaient faites par mes collègues qui travaillaient dans le dossier du 22 mars. Donc, c'est continuer de se motiver, parce que c'était un choix qui avait été déterminé par mes collègues français et moi-même, c'est de soumettre au dossier à la cour d'assises le dossier peut-être le plus complet possible, dans le sens que j'y complet, c'est pas ça, c'est la cour d'assises qui appréciera s'il est complet, mais en tout cas d'investiguer sur ces différents aspects du dossier, les personnes qui ont tiré,
les personnes qui ont fourni des faux documents, les personnes qui ont fourni des faux papiers, les personnes qui ont fourni les armes, les personnes qui ont permis le passage d'un pays à un autre, ce qu'on appelle les passeurs. C'est tous des aspects de l'instruction qui ne sont pas forcément ceux qui étaient sur les scènes de crime, mais qui ont tiré, mais qui ont joué, et ça c'est la cour d'assises qui décidera, ont-ils joué ou non un rôle dans les attentats. Et c'est un aspect qui a donné lieu à énormément d'investigations, et c'est pour ça que ça a pris du temps. Mhm. Vous me parliez tout à l'heure des victimes qui ont été effectivement principalement prises en charge par les enquêteurs français et les juges d'instruction français. Mais ma question était aussi, peu importe le dossier, est-ce que vous avez en tête l'intérêt général ou est-ce que vous avez en tête aussi les victimes ou vous essayez d'être le plus neutre possible dans votre travail? C'est difficile d'oublier les victimes. Quand vous avez une personne... Je pense à un cas particulier, je ne sais pas pourquoi cette personne-là m'a particulièrement marqué. Je pense qu'il a perdu ses 2 filles sur une terrasse, deux sœurs donc. Je pense qu'il est difficile de l'oublier. Lorsque vous avez... Parce que ce sont des faits d'une extrême gravité, parce que ça reste quelque chose qui est rarissime et heureusement, et parce que je veux dire, l'impact psychologique sur la population a été énorme. C'est impossible d'oublier les victimes. Ce n'est pas possible. Maintenant, il ne faut pas travailler que dans ce sens-là. Il faut essayer d'avancer. Mais la souffrance des gens qui vous entourent, je ne vois pas comment on peut passer à côté. Pour moi, ça me paraît difficile. Vous m'avez dit hors enregistreur que c'était extrêmement dur, ce dossier-là. Les attentats de Paris, c'est un dossier extrêmement dur, long, difficile intellectuellement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui venant... D'abord, il y a un aspect international qui est important. Ce n'est pas une affaire uniquement belgo-française, franco-belge, si vous voulez. C'est beaucoup plus important. C'est quelque chose où la collaboration avec les différents suspects n'a pas toujours été évidente, parce il y a certains qui étaient en France, d'autres étaient restés en Belgique, donc il fallait vraiment se coordonner. Il y avait des difficultés aussi d'ordre logistique. Alors on peut sourire, ça peut prêter à sourire, mais les ordinateurs entre les Belges et les ordinateurs belges et français, il y avait des difficultés à ce qu'on puisse lire nos dossiers respectivement, donc ça paraît... Vous n'aviez pas les mêmes logiciels? Non, on n'avait rien du tout de commun, donc ça a été difficile. Donc c'était à la bonne vieille méthode, les dossiers en double exemplaire. Donc d'accord. ma greffière qui fait les photocopies, chaque PV qui rentrait était une photocopie pour la Belgique et un PV pour la France, avec un dossier bis qui était dans le bureau d'à côté. D'accord. Donc c'était la débrouille. C'était la débrouille. Ouais, donc travailler dans ces conditions-là, c'est pas toujours simple. Vous venez d'évoquer votre greffière, ça on n'en a pas parlé. Ce serait sympa d'en parler parce que j'ai l'impression qu'un greffier ou une greffière, c'est pas juste... Alors, pardon, je voudrais pas manquer de respect au secrétaire, mais c'est pas juste du travail de secrétariat, c'est vraiment une super assistante en fait. Oh, c'est même plus qu'une super assistante. J'étais juge d'instruction pendant presque 19 ans. 3 greffiers principalement ont travaillé avec moi. Je vais citer leurs prénoms parce qu'elles le méritent. Inge, Nathalie et Aurore. Je ne citerai pas leur nom de famille parce que je ne sais pas si elles seraient d'accord. 3 personnes qui ont participé, je pense notamment à Nathalie aux attentats de Verviers. Je pense à Aurore aux attentats de Paris et de Thalys, qu'elle a pris en charge également. C'est plus qu'une assistante, c'est une personne, je dis toujours, je ne pense pas que j'aurais réussi, si j'ai réussi, en tout cas je ne pense pas que j'aurais clôturé l'instruction des attentats de Paris si je n'avais pas eu la collaboration de ma greffière et de ma juriste. C'est pas possible, ces personnes ont fait un travail extraordinaire de classement, d'intelligence, de présence, parce qu'il ne faut pas oublier que les dizaines de Roger, on a entendu des personnes, moi je parle avec le détenu sans me préoccuper de ce qui est écrit, vous avez ma greffière qui tape comme ça, à un certain moment on relit et j'ai ce qu'il a été dit remis sur une feuille de papier. Donc il y a tout un travail intellectuel qui est extrêmement difficile.
Si c'est pénible d'entendre ce qu'on entend dans un cabinet d'instruction pour moi, ça l'est tout aussi pour une greffière. Il faut savoir aussi que ce sont des personnes qui sont quand même fort qualifiées. Ce sont des criminologues, des juristes. Ce sont des personnes qui ont une formation, généralement pas toutes, et celles qui ne l'ont pas ne sont pas forcément moins bonnes. Greffières, mais c'est souvent des formations juridiques ou avec une certaine connaissance du droit. Donc c'est quelqu'un qui est indispensable, qui vous rappelle aussi tout, qui gère vos difficultés d'ordre, qui vous rappelle de bien prononcer les ordonnances au bon moment, et surtout qui a un travail méticuleux, qui prend connaissance des procès-verbaux, parce qu'on peut difficilement classer un dossier, inventorier un dossier si on n'a pas un minimum lu ce qu'il y avait dedans. Donc ça me paraît impensable. Et puis il y a tout un travail de contact avec le justiciable, c'est le premier contact avec le justiciable, et c'est souvent le seul contact qu'ils ont, c'est avec ma greffière. D'accord. Donc quelqu'un indispensable. C'est chouette de leur rendre hommage. Elle le mérite. Si vous deviez retenir une chose de toutes ces années à l'instruction, vous retiendriez quoi ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Ce qui est très étonnant à l'instruction, c'est qu'on vit une vie qui est extrêmement riche. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Mais ce qui est aussi très, très étonnant et dur à vivre, c'est que vous avez... votre journée, vous avez entendu un violeur, un meurtrier, un terroriste, un braqueur, un voleur à la tire, tout ce que vous voulez. Vous avez des journées de service où ça s'enchaîne, 10, 11, 12 personnes que vous entendez, et puis vous déposez votre stylo, votre bic, et puis vous rentrez chez vous. Et la vie recommence. Alors que vous avez eu quelques minutes avant des éléments, des choses qui étaient d'une violence parfois et ou psychologiquement extrêmement dure. Donc c'est ce qui est peut-être très difficile à l'instruction, c'est d'être capable que quand vous passez la porte, de dire c'est fini. De switcher, de se dire ça c'est le travail, c'est pas forcément la vraie vie. Parce que normalement ça reste quand même l'exception. Ouais. Le violeur, le braqueur, le tueur, le terroriste reste quand même l'exception, et la normalité, c'est les gens qui ne commettent pas d'infraction. Merci Isabelle Panou. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.